Bonjour, Monsieur Germain Canving. Bonjour. Merci de nous accorder cette interview tant attendue parce que ça fait vraiment un moment que vous n'aviez pas pris parole. Absolument. Ça remonte du temps de la formation du gouvernement et beaucoup plus tôt d'ailleurs. Oui. Ben, vous savez, parfois il faut laisser la terre en jachère et observer. Nous avons été au cœur de l'activité médiatico-politique pendant plus d'une dizaine d'années. Nous avons contribué au débat et il était peut-être important à un moment donné d'observer également, de voir des nouveaux talents éclore et de voir quelle direction tout cela prendrait. On vous a sous la main aujourd'hui. D'abord, vous avez été au gouvernement, le gouvernement Ilou Kamba, vice-ministre. C'est un gouvernement dont on a beaucoup parlé. Il y a eu beaucoup de polémiques. Mais ayant fait partie de ce gouvernement aujourd'hui, qu'est-ce que vous en tirez? Surtout s'il faut à un certain moment parler des réalisations, de retrouver des bilans. Quel bilan dresserez-vous de cette équipe? Sur le plan humain, il peut y avoir d'abord en termes de collaboration, parce qu'on a beaucoup dit des choses, mais on a vraiment la chance d'avoir quelqu'un qui a fait partie de cette équipe. Écoutez, moi je laisse à ceux qui ont cette responsabilité-là défendre l'action du gouvernement. Moi j'ai été membre de ce gouvernement dans le cadre d'un accord politique, c'est vrai, et j'ai margé sur le quota du Front commun pour le Congo. Moi, j'ai participé donc à une action gouvernementale qui m'a semblé assez cohérente et une véritable osmose entre le gouvernement et le chef de l'État, qui effectivement, et son Premier ministre d'ailleurs, ne m'ont pas souvent donné l'impression d'être totalement opposés ou qu'il y aurait une égalité hiérarchique. Le pays est dirigé par un chef de l'État et le gouvernement travaille pour le chef de l'État et la mise en œuvre de sa vision. Il en est l'initiateur, le gouvernement le dépositaire. Donc cette hiérarchie ou cette verticalité, moi j'ai pu l'observer, notamment dans la conduite des conseils des ministres, de l'action gouvernementale. S'il y a eu des pesanteurs, elles sont sûrement d'ordre politique. Et vous savez qu'on est dans un pays où très généralement, pour notre plus grand malheur, la politique supplante tous les autres intérêts généralement, et parfois même l'intérêt supérieur de la nation, et c'est tout cela qu'il faut peut-être corriger. Un nouveau gouvernement est arrivé, nous avons une nouvelle configuration, une nouvelle majorité. Vous êtes issu de la coalition Front commun, ou Front commun pour le Congo, je commence à oublier le nom. Vous l'êtes toujours? Écoutez, moi j'ai, avec le regroupement politique Le Centre, signé et participé à la création du Front commun pour le Congo. Nous avons, au sortir des élections, renouvelé ce désir de construire une vision commune à travers la constitution d'une majorité. Et cette signature, comme cela ne vous a pas échappé, nous ne l'avons pas retirée, puisque nous n'avons pas adhérer à l'Union sacrée. Donc formellement, le centre reste membre du Front commun pour le Congo, du moins de ce qu'il en reste. En réalité, pour être pratique et pragmatique, nous sommes dans l'attente, le centre, de la redéfinition de l'offre politique nouvelle qui devra nécessairement sortir des soubresauts ou des convulsions politiques que nous avons connues. Et je pense que ce qui reste du Front commun pour le Congo, à travers son comité de crise, avec l'initiateur, le président honoraire de la République, son excellent Joseph Kabila, travaille à faire une proposition. Et il faut bien comprendre que la démarche, c'est une démarche de collaboration et non d'adhésion. Le Front commun pour le Congo ou les initiatives de regroupement de ce type sont des structures de coopération et non d'intégration. Donc, cette offre politique sera présentée et il sera de la responsabilité des anciens sociétaires du Front commun pour le Congo, partis ou non, de se déterminer quant à l'avenir. Mais à ce stade, et dans le statu quo, notre engagement n'a pas changé. Mais vous parlez effectivement de ce qu'il en reste. Est-ce qu'il est possible, parce qu'on peut percevoir la perte de la majorité du Front commun comme une situation politique aussi qui découle d'une volonté des changements quand même, parce qu'à un certain moment, quand vous avez une majorité, une grande partie
membres, députés qui vous quittent pour aller ailleurs, c'est-à-dire qu'il y a un message quand même de changement. Est-ce que les FCC s'est remis en question? Vous êtes autonome dans cette coalition, mais comme vous l'avez dit, vous êtes en collaboration, vous n'êtes pas dans un principe d'adhésion. Est-ce que le centre peut à un certain moment, s'il ne voit pas les choses aller dans le bon sens, changer des camps, comme on dit, ou des paradigmes? Il ne s'agit pas de changer de camp, il s'agit de participer ou pas à la définition d'une vision. C'est pour ça que nous avions participé à la création du Front commun pour le Congo. C'est pour ça que nous n'avons pas jugé nécessaire de quitter le Front commun pour le Congo dans un moment de turbulence, parce que nous ne sommes pas pour les capitulations. Cela n'enlèvera rien, la légitimité ou pas de la démarche de ceux qui sont partis. Moi, je suis d'une école politique assez libertaire. C'est d'ailleurs pour ça que mon parti politique s'appelle Liberté. Donc je ne serai pas fondé à opposer des jugements de valeur quant aux actes que les autres opposent. C'est de la politique. Il y a des leçons à tirer. Des leçons qui devraient permettre à la famille politique qui s'est agglutinée autour de l'ancien chef de l'État de voir dans quelle mesure reconquérir le cœur des Congolais et peut-être aussi penser à reconquérir le pouvoir pour imaginer à travers la force de l'expérience, qui est finalement leur capital, comment améliorer ce qui n'a pas été fait, ceci nous entraînant dans la conclusion de votre question, comment tirer des leçons. Il n'y a pas d'entreprise parfaite. Ceux qui sont partis ont certainement des raisons, qu'ils vont, j'espère, là où ils vont contribuer à la résolution définitive, parce que les structures congolaises ont ceci de spécial, qu'en règle générale, nous sommes très forts dans la répétition. Et les vrais changements sont ceux-là. C'est comment structurer nos approches politiques pour qu'elles soient les plus efficaces possibles en termes de symétrie entre ce que le Congo devrait être et ce à quoi aspire le peuple et ce que nous nous posons comme acte. Sortir de cette conception émotionnelle de la République, de la politique, vers une conception rationnelle. Et cette transposition conceptuelle, nous l'avons envoyée au niveau de notre peuple, qui lui-même est devenu et est resté plutôt un peuple fondamentalement dans les émotions et parfois qui n'analyse pas toujours rationnellement. Et cette mutation, c'est le travail que toutes les structures politiques doivent faire, le FCC de demain, l'Union sacrée et tous ceux qui veulent effectivement contribuer au développement du pays. Parce que sinon, nous serons au cœur de cette histoire de répétition permanente et sans fin de ce qui s'est déjà passé et de ce qui va arriver. Pendant ce temps, les autres pays avancent, le monde évolue et le Congo tarde à se mettre au diapason de l'universalité. Donc nous dépassons finalement les débats de camp. Quand on regarde en 1991, on parlait déjà de l'union sacrée. Quand vous dites qu'il y a une répétition générale, les mâles semblent être un peu j'allais dire en spreading, c'est-à-dire il est un peu partout, on le retrouve d'un camp à un autre. Est-ce que pour autant on a une naissance d'une nouvelle génération, d'une nouvelle manière de faire de la politique aujourd'hui? Nous n'avons pas encore, et à mon corps défendant, amorcé cette mutation ou ce revirement paradigmatique. Il y a encore une conception très émotionnelle de la politique, et j'ai même envie de dire peut-être un peu primaire. La politique, c'est le sentiment partisan, ce n'est que ça finalement au Congo. Et ce sentiment partisan est nourri par l'ethnisme, par la xénophobie, par la recherche nombriliste de l'intérêt personnel. Nous devons sortir de cette conception de la politique. Nous avons encore, et nous sommes au XXIe siècle, des partis qui fonctionnent comme des structures religieuses, alors que c'est deux objectifs différents. La religion vise un idéal immatériel et transcendant. La politique, son idéal est matériel et immanent. C'est deux choses totalement différentes. La politique, il faut être pragmatique. Il faut avoir des objectifs clairs, se donner les moyens d'atteindre ces objectifs. Prenez le débat pour vous dire que ça n'a pas beaucoup changé. De quoi parlons-nous au Congo? De quoi parlons-nous?
Parlons-nous du système financier, parlons-nous du développement, parlons-nous de comment est-ce que notre budget peut sortir de sa logique d'augmentation arithmétique à vitesse d'escargot pour atteindre des niveaux exponentiels ou géométriques. Allez, nous parlons de tout sauf de l'essentiel. Nous parlons de nos sentiments, nous parlons de nos peurs, nous parlons de nos craintes, notre crainte de l'avenir. Et tout cela empêche finalement l'émergence d'une vision prospective cohérente du pays. Et ce n'est pas simplement une critique que nous émettons vis-à-vis des autres, c'est une critique qui consiste pour nous à être une espèce de catharsis collective, puisque nous sommes tous des acteurs politiques, nous sommes tous cette élite. Et si nous n'amorçons pas ce revirement paradigmatique, nous allons reparler de la même chose en 2028. Évidemment. Et ce serait dommage, et nous parlerons de la même chose en 2032, 2033. Il faut que ça s'arrête. Il faut que le Congo sorte de cette répétition permanente de l'histoire. Le monde avance autour de nous et nous sommes au cœur des enjeux de demain. La transition énergétique ne pourra pas se faire efficacement sans tenir compte du Congo. Nous avons tous les métaux, nous avons tout ce qui permet aux pays développés, ou qui permettra aux pays développés et à l'humanité d'une manière globale d'amorcer ce changement consumériste qui s'annonce. C'est la prochaine révolution, comme l'était l'Arabie Saoudite avec la révolution pétrolière, la révolution écologique, reposera pour grande partie sur la République démocratique du Congo, parce que nous avons ce cuivre, ce cobalt, nous avons ce coltan, nous avons cette cassitérite et tous les métaux rares qui vont contribuer effectivement à cette évolution de l'humanité. Et le Congo doit être prêt pour cela, et nous ne pouvons pas être prêts si nous ne parlons pas de ces choses-là avec expertise, et si nous sortons de la logique des aptitudes, si nous ne sortons pas de la logique des aptitudes supposées pour migrer vers celle des compétences avérées, formées et prêts à défendre la patrie. Merci beaucoup. On va chuter sur le centre. Vous quittez le gouvernement, vous reprenez votre casquette, on va dire politique, parce que vous étiez quand même en retrait. Quels sont les événements maintenant? Où se situe le centre? Vous avez dit qu'il faut... Mais vous savez, moi, j'ai un parcours politique très lisible et très simple. Ma première expérience politique, c'est un parti politique. C'est le Mouvement de libération du Congo, le MLC. J'en ai été le porte-parole pendant plus de 5-6 ans, 7 ans même, je dirais. Lorsque j'ai décidé de quitter ce parti, c'est parce que je me suis senti prêt à porter moi-même ma vision. Je ne m'arrête pas sur ce qu'on pourrait reprocher à l'un ou à l'autre. C'est d'abord ça l'objectif. Et donc je n'ai pas fait ça pour reculer ensuite. Et si j'ai signé pour la création du Front commun pour le Congo, c'est au regard des impératifs politiques du moment. De la même façon, certains ont adhéré à la MOUCA, d'autres ont adhéré à CACH. Nous avons adhéré au Front commun pour le Congo. Donc il n'y a rien de suspect, rien de spécieux, à part l'interprétation facile de certains qui pensent que les jeunes Congolais ne peuvent avoir vocation qu'à se mettre derrière de grands leaders et ne peuvent pas avoir la force de leurs ambitions. J'ai pris mes risques, ça m'a coûté mon mandat de député. Parce qu'effectivement, si par exemple j'étais allé très modestement dans n'importe quel autre parti politique et en pignon sur rue, je serais probablement élu. Mais moi j'ai fait un autre choix. J'ai fait le choix sacrificiel de prendre le chemin difficile de la liberté, en incarnant moi-même un leadership jeune qui a vocation à grandir. On a eu 145 000 voix à travers le pays, il nous en fallait un peu plus de 180 000 pour avoir le seuil. Nous ne l'avons pas eu, mais le combat continuera. Nous n'abandonnons pas ce combat, parce que nous croyons que l'idée du centre est une belle idée. C'est l'idée d'une politique faite sans ostracisme, c'est l'idée d'une politique faite avec modestie, en ne considérant jamais le point de vue de l'autre comme totalement défaillant, en considérant qu'il y a toujours moyen de trouver une synthèse et de s'accrocher à la réalité, en considérant que le renouvellement, que le Congo de demain est un Congo où la fédération des intelligences, au sens positif, pas au sens du partage désordonné du pouvoir et ainsi de suite, est la solution.
Pourquoi est-ce que j'insiste sur cette idée de la synthèse qui doit être différente du partage et honte du pouvoir? Prenez un exemple très simple. Vous voyez ce qui se passe au Congo et un des grands problèmes de l'inefficacité de nos approches de mise en commun de nos efforts, c'est que les gens se mettent ensemble d'abord pour des raisons politiciennes. Ils ne discutent jamais de projet. Et même quand ils font semblant de discuter de projet, c'est pour le décorum. Ensuite, vous prenez l'appareil gouvernemental, vous le disséquez. Vous le disséquez, vous mettez les critères de pondération poids politique entre gens, et ainsi de suite. Et le président de la République et son Premier ministre se retrouvent avec un gouvernement qui ressemble à un véritable patchwork. Alors que dans mon entendement, à l'avenir, quelles que soient les idées de synthèse, parce que je suis un centriste, le secteur productif et économique ne peut pas faire l'objet des discussions et de partage parce qu'il faut une cohérence entre le ministère de l'économie, les ministères du secteur productif, et le ministère des Finances, le ministère du budget. Si vous ne faites pas ça, vous pouvez avoir un expert au ministère des Finances et vous avez un homme un peu plus sympathique au ministère de l'économie et un autre, et il n'y a aucune cohérence, alors que l'économie est un organisme composé d'une tête jusqu'aux pieds. Donc si la tête a mal, le ventre, les pieds, ça n'avance pas. Il en va de même pour les secteurs sécuritaires. Ce sont des questions qui doivent, à l'avenir, faire l'objet d'une concentration du pouvoir discrétionnaire du président de la République dans son devoir de redevabilité vis-à-vis du peuple. Et le partage des postes au sens politique pourrait se faire sur les différents autres postes ministériels. C'était juste pour apporter une petite nuance, parce qu'on ne doit pas penser que le centrisme, c'est une recherche permanente de dialogue, de consensus, ça n'a rien à voir. C'est l'idée simplement qu'il est toujours possible de trouver une synthèse, lorsque cela est nécessaire, et que c'est à travers cette synthèse systématisée et qui devient une posture permanente et non conjoncturelle que nous pourrons arriver à faire avancer nos pays. Les nations développées l'ont comprise, c'est pour ça que vous avez d'ailleurs en France, c'est un centriste qui est au pouvoir, qui ne dit pas son nom, M. Macron, vous avez en Israël une révolution centriste qui se fait actuellement avec l'opposition centriste qui essaye de rassembler pour faire un gouvernement. Donc, c'est le combat qui est le nôtre. Gageons que nous aurons assez de conviction et de foi en nous-mêmes pour le continuer, mais nous restons convaincus que nous avons amorcé il y a quelques années, avec beaucoup de volonté, une idée politique qui un jour trouvera son public. Merci. État d'urgence, Goma, volcan, ensuite les difficultés économiques. On a aussi l'état de sécurité où il y a beaucoup de morts. Cette semaine, on a eu une cinquantaine, toujours dans la région de Béni. Vous suivez l'actualité, quelle lecture on en fait? Est-ce que les bonnes décisions ont été prises? Est-ce que le pays bénéficie d'une bonne attention? Qu'est-ce que vous pourriez en dire de la gestion directement au chef de l'État, mais aussi de membres du gouvernement et des autorités? La République démocratique du Congo est un pays sous-développé. Et si nous étions un pays développé, ça se saurait. Et lorsqu'on est un pays sous-développé, ça suppose que les structures de l'État, les structures de l'administration et tutti quanti ont des marges de perfection et de progression énormes. Ça veut dire que ce sont des structures faibles. Comment rencontrer toutes les problématiques? Le premier impératif, c'est celui de la mobilisation des moyens pour bien évacuer les populations face à une éruption imprévue du volcan Nyiragongo, organiser les structures d'accueil et ensuite la réinsertion, ça demandera des moyens. Ça veut dire que pour cette question-là, il faut des moyens. La problématique de la guerre à l'Est, cette guerre asymétrique qui nous est imposée, au-delà de la volonté et de la force de la communication, c'est une initiative qui ne peut s'entrevoir que dans la durée. Il faut bien le savoir, nous ne sommes pas le premier pays à faire face à ce type de menace. Et ça suppose également, pour tenir une armée en éveil pendant des mois, avec des moyens logistiques et financiers importants, ça suppose des moyens. Pour les problèmes sociaux des Congolais, les problèmes infrastructurels, encore des moyens. Donc, la première des choses à faire, de mon point de vue, sauf si on veut faire de la démagogie, c'est
de poser un constat sur la nécessité d'imaginer une méthodologie nouvelle, novatrice, pour une mobilisation forte des moyens, qui ne passe pas forcément par tout ce qui peut se faire de façon folklorique, qui passe par des réformes, qui passe par un appel à des stratégies d'emprunt soutenables, parce qu'à très court terme, il est très compliqué économiquement d'envisager une augmentation des ressources sans faire appel à l'emprunt, essentiellement international en ce qui concerne la République démocratique du Congo, étant entendu que le circuit intérieur basé sur l'économie nationale serait catastrophique. Donc il faut plutôt voir avec l'extérieur et quel est l'instrument engagé pour cela. Donc ce sont des réflexions importantes qu'il faut pouvoir mener et qui peuvent nous aider. Si nous nous contentons des approches classiques et répétées, des fiches techniques, les mêmes par les mêmes conseillers, formés par les institutions de Bretton Woods, qui ressassent les mêmes méthodes, parfois qu'on applique ou qu'on a du mal à appliquer, on va se retrouver dans exactement la même situation. Ça veut dire, d'un côté, des problèmes qui ont une dimension abyssale et de l'autre, des moyens qui, eux, sont peau de chagrin. Donc le vrai problème actuellement, c'est comment mobiliser des moyens et ensuite savoir comment les orienter vers les objectifs vis-à-vis duquel ils ont la plus grande efficacité pour créer un mécanisme de soutenabilité. Ça veut dire là où c'est emprunté et là où c'est investi, offrir des perspectives pour que cela ne devienne pas demain un goulot d'étranglement. Donc, si nous arrivons à résoudre cette équation, tout le reste se fera par la volonté. Parce qu'on parle beaucoup de volonté, mais la volonté c'est très bien, mais la réalité transcende la volonté. Et la réalité c'est que si aujourd'hui on vous dit, monsieur Choukran Nitsani, allez faire une opération de neurochirurgie, vous avez toute la volonté, mais si vous ne savez pas le faire, vous ne savez pas le faire. C'est pas possible. C'est pour ça que je parlais de sortir de la vision congolaise des aptitudes vers celle de la formation des compétences. Donc, nous devons mobiliser des ressources. Ça doit être le véritable cheval de bataille et sortir des approches classiques. Ça veut dire de l'optimisation de la rente, parce que le système économique et financier congolais, lorsqu'il veut se mettre à son meilleur, se contente de ce que je pourrais appeler l'optimisation de la rente. Ça veut dire le système économique basé sur la cueillette. Ça veut dire quand le cuivre va bien, collecter plus, pressuriser les quelques entreprises qui restent et se dire que de l'autre côté, on fait de la rétention des dépenses et on présente des statistiques positives pour dire qu'on a bien fait. Non. Il faut sortir de cette logique d'optimisation de la rente économique et financière de l'État pour aller vers une optimisation de l'économie productive et financière. Ça veut dire développer le secteur privé. Ça veut dire sortir du système financier d'endettement vers un système des marchés financiers. Ce sont des révolutions que de nombreux pays environnants ont amorcées, le Kenya, le Botswana, l'Afrique du Sud. Et nous avons toutes les ressources pour y arriver. Et ça permettra même une meilleure valorisation de nos ressources naturelles. Il y a beaucoup de plaintes sur le fait, il y a eu un débat très récemment sur... Je suivais le président de la FEC et la présidence qui s'échinaient à nous expliquer les raisons pour lesquelles nous ne bénéficions pas assez de nos ressources naturelles. Et bien, une des voies, c'est de sortir de l'économie d'endettement vers l'économie des marchés financiers, comme ça se fait au Botswana avec la bourse des valeurs. Donc il y a des approches novatrices qu'il faut mettre au cœur de l'action politique si on veut s'en sortir. Parce que si nous sommes dans cette logique de la répétition permanente, il ne faut pas s'attendre à avoir d'autres résultats. Et ça, c'est tout aussi vrai sur le plan politique que sur le plan institutionnel et sur le plan de la gestion économique et financière de notre pays. En tout cas, merci beaucoup, M. Jean-Marc. Je vous en prie.